2020, votre quart d'heure américain. Bonjour à tous, vous écoutez bien 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Bienvenue, je suis Antoine Boyer pour un nouvel épisode consacré au mouvement Black Lives Matter. Pour les anglophones, cet épisode est aussi disponible en version originale sur votre application de podcast préférée. La mort de George Floyd a créé une onde de choc aux États-Unis et entraîné une vague de mobilisation inédite contre le racisme. Alors cette semaine, je vous propose de prendre le temps d'écouter un témoignage, le témoignage poignant d'une femme qui se bat depuis plus de 20 ans contre les violences policières. J'ai demandé à Marion Gray Hopkins de me raconter son histoire, celle d'une mère dont le fils a été tué par la police, et de me parler de son combat et de ses espoirs de voir les choses enfin changer. Je suis dans la ville de Waldorf, une petite banlieue résidentielle du Maryland, à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale Washington. Là, je vais rencontrer Marion Gray Hopkins. Cette femme noire américaine a perdu son fils il y a 20 ans. Son fils a été tué par la police, par balle. Depuis ce jour-là, Marion Gray Hopkins est une militante, une activiste. Elle milite contre les violences policières. Hello, how are you? I'm good. How about you? I'm good, thank you. Je suis assis en face de Marion Gray Hopkins qui a son carnet jaune en main où elle a noté en fait quelque chose à dire au micro. Elle est assise, elle, sur un tabouret de décoration à l'entrée de sa maison avec avec un t-shirt où il y a une photo de son fils. Grand sourire. Qui est-ce sur votre masque? Oh, the mask is a picture of my son. There's an organization. Ah, ce masque, il est à l'effigie de mon fils. Quand quelqu'un est assassiné par la police, une organisation crée des broches à l'effigie des morts. Vous voyez, j'en ai une ici. J'ai transféré la photo de mon fils de la broche sur un masque. Pourriez-vous me parler de votre fils de cette nuit-là? Je voudrais d'abord insister sur le caractère humain de Gary, car on a tendance à déshumaniser nos proches perdus. Gary avait 19 ans et était étudiant en deuxième année à l'université. Il suivait des cours de communication et de commerce. Gary était un gamin sympa et aimant. Tout le monde l'adorait. Il était très drôle. Gary était un rappeur prometteur. I often look up to the sky, silent, wondering why was I put on this earth, just for life to pass me by. It seems I'm sitting in the middle of a riddle, confused, trying to find the only answer in the world is abuse. As the question I was seeking died from growing weak inside. 16 days before Gary was murdered by two police officers. 16 jours avant qu'il ne soit tué par deux officiers de police, Devin White et Brian Catlett, Gary avait perdu son père, mon mari. Il est décédé en un mois à peine d'un cancer des os. Un soir, Gary a revêtu les habits et les chaussures de son père, mais comme il avait une silhouette plus fine que lui, Gary m'a dit « il me faut quand même un t-shirt ». Et donc, avec ses amis et ses cousins, dans leurs 3 voitures, ils sont allés danser. À la fête, un des amis de Gary s'est disputé avec un autre garçon au sujet d'une fille. Ils ne se sont pas battus, simplement disputés. Gary était le leader de son groupe d'amis. Ce soir-là, il a joué le pacificateur. Il a mis fin à l'altercation. C'était en fin de soirée et Gary, toujours en train de blaguer, s'est assis sur le rebord de la fenêtre de la voiture. Alors qu'on était en novembre, il faisait froid. Mais bon, il voulait s'assurer que tout le monde était bien en place. Alors, un membre des forces de l'ordre, un policier, Devin White, s'est interposé pour empêcher leur voiture de sortir de la caserne de pompiers où avait lieu la fête. Il sort de sa voiture, s'approche de Gary, toujours sur le rebord, qui jette un regard en arrière vers ses amis pour vérifier que tout le monde est toujours bien dans son véhicule. C'est là que le policier l'attire en dehors de la voiture en le saisissant par le col de son t-shirt. Gary est en train de tomber et lui, il essaye de s'accrocher. Il se retourne et un deuxième policier, Brian Catlett, vise la poitrine de Gary d'une balle qui le tue sur le coup. C'est à ce moment-là que mon combat pour la justice a commencé.
We got into that trial for 7 days and it was a circus. Le procès a duré I 7 knew jours. at that Quelle point escroquerie! there would be no Je savais justice qu'on for n'obtiendrait Gary. jamais justice pour Gary. On the Le final dernier day jour, of le the juge dit « arguments, J'en ai assez entendu, je the serai de judge retour avec un says, verdict "I've heard après enough. mon I'll be déjeuner. back after » Il lunch with my revient et il verdict. acquitte And de he tous came les back chefs and acquitted d'accusation le policier Officer Brian Catlett. Brian Catlett on all charges. J'ai lu un article qui évoque le fait que votre fils essayait d'attraper l'arme d'un des policiers. Don't you hear that story every day? N'entendez-vous pas cette histoire tous les jours? Cela fait 20 ans. Il a voulu se saisir de mon arme, je pensais qu'il était armé. Il s'est précipité vers moi, elle s'est précipitée vers moi. C'est toujours la même rengaine. À l'époque, on n'en entendait pas autant parler. Pendant ces 20 dernières années, ils ont toujours dit la même chose. Rien n'a changé. Ils sont les premiers à qui on donne la parole, et une fois que leur version est publiée dans la presse, nous, les familles, les amis, on doit travailler en rétropédalage pour faire émerger la vérité. Le policier qui a tué votre fils est-il toujours policier? Honnêtement, je n'en sais rien. C'était il y a 20 ans, ils ont probablement pris leur retraite. J'ai souvent voulu m'y replonger et les rechercher, mais je ne l'ai pas fait. Je ne peux pas leur pardonner leurs fautes. On me dit souvent qu'il faudrait que je leur pardonne pour pouvoir aller de l'avant. Je vais de l'avant, mais je n'ai pas oublié et je n'oublierai jamais. J'espère qu'ils ne dorment pas la nuit et qu'ils sont traumatisés par ce qu'ils ont fait à Gary. Qui a tué votre fils? Ces policiers, la police en général, le système en place, le racisme? Tout le monde est coupable. Le système judiciaire m'a laissé tomber. Le pouvoir local m'a laissé tomber. L'avocat qui a pris en charge l'affaire m'a laissé tomber. Le chef de la police, M. Farrow, à l'époque, m'a laissé tomber. Ces 2 policiers m'ont laissé tomber. Mon fils est un martyr. Il est mort pour que l'on se batte en faveur du changement. I consider my son as being a martyr. His life was taken so that we can fight for necessary change. Please, 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 I can't breathe. Please, man, please, man. Qu'avez-vous pensé en regardant la vidéo de George Floyd? First of all, I was very hesitant to watch it. Au début, j'ai beaucoup hésité à la regarder. Give me a second. Every killing. Chacun de ces meurtres me renvoie à ce traumatisme du 27 novembre 1999. I watched that video. I was outraged. J'ai regardé la vidéo. Je suis scandalisée qu'un homme reste ainsi au sol avec le genou d'un officier de police sur son cou pendant que 3 autres policiers, si ce n'est plus, le regardent mourir. Je me suis dit que c'était le moment que tout le monde se réveille. Non plus seulement les familles et les amis, ceux qui souffrent de cette situation, mais nous tous. Personne ne doit observer cela en restant les bras croisés et continuer à penser que ce pays ne souffre pas de racisme systémique. Que change la vidéo selon vous? La vidéo nous donne tout à voir et impose à tout le monde de regarder ce qui se passe réellement depuis toujours. C'est frustrant d'ailleurs. C'est comme si avant la vidéo, nos yeux n'avaient rien pu voir. Je pense qu'aujourd'hui, chacun dit trop, c'est trop. Nous avons vu assez de vidéos de meurtres pour admettre qu'il y a un vrai problème. Avant ce qu'il m'est arrivé, j'étais naïve. Je n'avais pas souffert de cette situation. Avec mon mari, nous faisions partie de la classe moyenne supérieure, nous élevions nos enfants de notre mieux. Et j'ai tout de même été touchée. Cela peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Et pour cette raison, il doit y avoir un sursaut. Nous devons nous réveiller. Wake up, stop sleepwalking, get woke. I'm here today to call for the defunding of all police departments across the country. Que pensez-vous de la proposition de jeunes militants qui exigent de cesser de financer la police? Nous devons définir très clairement ce que cela implique. La police bénéficie de financements pour sa militarisation. Il faut rediriger ces financements pour aider les plus démunis, ceux qui souffrent de troubles mentaux, pour développer les logements sociaux. Voilà à quoi cet argent doit servir. Enfin, nous ne sommes pas en guerre. Pourquoi dépense-t-on des milliards de dollars chaque année pour militariser les forces de l'ordre dans ce pays? Ça n'a aucun sens. J'allais vous demander ce que vous pensiez de Donald Trump. Je ne suis pas sûre que je devrais le dire. I was going to ask you what you think of Donald Trump. Donald Trump is a racist.
Je pense que Donald Trump est raciste. Donald Trump n'a que faire de la loi et de l'ordre. Il entend non pas rendre sa grandeur, mais bien plus sa blancheur à l'Amérique. C'est d'ailleurs ce qu'on a constaté à l'occasion de récentes manifestations à Washington, quand il a mobilisé la garde nationale, les militaires. J'ai aujourd'hui fortement recommandé à tous les gouverneurs de déployer la garde nationale en nombre suffisant afin de dominer la rue. Les maires et gouverneurs doivent déployer une présence écrasante des forces de l'ordre jusqu'à ce que la violence ait été étouffée. Voilà, ses positions sont très claires. Au moins, il ne les dissimule pas, ce qui est respectable en fait. Parce que le plus inquiétant, c'est de fréquenter des personnes au quotidien qui s'avèrent être racistes sans qu'on s'en rende compte. Lui, il l'assume et il le dit. Il n'y a presque même pas besoin de lire entre les lignes. C'est un homme raciste qui se fout des personnes de couleur. Point. Pensez-vous que cela puisse enfin changer? Êtes-vous un peu optimiste? Je ne dirais pas que je suis optimiste, mais j'ai de l'espoir, oui. Si vous perdez espoir, il ne vous reste plus rien. Après la mort de mon fils, sans espoir, j'aurais baissé les bras. On a vu Eric Garner à New York dire « Je ne peux plus respirer » et il y a eu un soulèvement. Michael Brown a été assassiné à St. Louis et il y a eu un soulèvement. Puis Freddie Gray à Baltimore et il y a eu un soulèvement. Qu'est-ce qui a changé? Il y a eu Philando Castile, il y a eu... Oh mon Dieu, la liste est trop longue, elle continue à l'infini. Et eux ne sont que ceux dont on a parlé. Je dis souvent que je fais partie d'une sororité de mères à laquelle je n'ai jamais souscrit. C'est pareil pour les autres mères. Gwen Carr, la mère d'Eric Garner, la mère de Michael Brown, celle de Tamir Rice. Oh mon Dieu, elles sont trop nombreuses. Janet Baker au Texas. C'est partout aux États-Unis. Et aucune de nous ne veut voir ce club accueillir de nouveaux membres. Je pense que cette fois, les choses prennent une nouvelle tournure. Ces manifestations vont au-delà des frontières. La contestation gronde à l'international. Des jeunes de tous les horizons se rassemblent et crient « Trop, c'est trop ». Je dis souvent que rester silencieux revient à soutenir le statu quo. Eh bien, aujourd'hui, ce silence disparaît. Et j'ai l'espoir que ça ne cesse pas. Cela dure depuis quoi? 2 semaines? Et ça continue. On ne peut pas obtenir le changement sans persévérer et tenir sur le long terme, car l'ampleur du combat est titanesque. Aujourd'hui, ces jeunes sont prêts à sacrifier leur vie pour obtenir ce qu'ils veulent. Voilà où on en est. Ils en ont assez d'en avoir assez. Et ça me donne beaucoup d'énergie. Pensez-vous que le fait que beaucoup de Blancs soient présents aux manifestations et semblent commencer à comprendre les enjeux, ça va aider pour changer les choses? Dans les manifestations auxquelles j'ai participé ces 20 dernières années, il m'est souvent arrivé de voir davantage de blancs que de noirs. Les avoir auprès de nous et les entendre admettre « oui, cela fait 400 ans que nous sommes privilégiés et les personnes de couleur n'ont jamais bénéficié de ces avantages, donc nous sommes derrière vous et nous vous soutenons ». Voilà une première étape pour changer les choses. Mais il faut aussi que les Noirs se mobilisent et ne laissent pas ce combat aux Blancs uniquement. Nous devons nous défendre. Et je crois qu'on assiste davantage à cela en ce moment. À quoi ressemble votre vie quotidienne de militante? À cause de la pandémie, mon quotidien ces derniers temps est très limité et on m'a diagnostiqué un cancer du sein en janvier. Je fais ce que je peux de chez moi. On m'appelle la mère des mères. Avec l'organisation Coalition of Concerned Mothers, que j'ai créée avec Deshola Dawkins, dont le fils Timothy Dawkins a été tué par balle, nous venons en aide aux mères. Car il n'existe pas de feuille de route, de livre pour vous aider sur cette quête de justice ou pour apaiser vos peines.
20 ans de militantisme, vous vous battez toujours. Until my dying breath. Jusqu'à mon dernier souffle. Je ne renoncerai jamais car il ne s'agit pas que de Gary. Cela va au-delà de Gary. You know, my son was taken and I used to say, why Gary? Why not? Vous savez, on m'a enlevé mon fils et au début je me demandais pourquoi lui? Mais en fait, pourquoi pas? Ils ont tué le mauvais fils, mais ils sont tombés sur la bonne mère. Je me battrai jusqu'à la mort pour ceux qui restent. J'ai des petits-fils, des petites-filles, un fils et des filles qui sont encore là. Comment pourrais-je ne pas me battre? Il y a 20 ans, j'étais inconsciente. Mais je suis ici pour vous dire aujourd'hui que je suis debout et que je vais tenir jusqu'à obtenir le changement. Et je prie. J'espère que ça arrive avant ma mort. Après notre rencontre, Marion Gray Hopkins m'a demandé de mentionner l'anniversaire de son fils. Gary aurait eu 40 ans le 5 juin. Ce morceau de rap que vous entendez sous ma voix, Gary l'a enregistré en 1997. Il avait alors 17 ans. C'est la fin de cet épisode de 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Je voudrais sincèrement remercier Marion Gray Hopkins pour le temps qu'elle a pris à répondre à mes questions et à partager son histoire déchirante. Un petit mot pour vous dire qu'il n'y aura pas d'épisode vendredi prochain, mais on se retrouve vite le 26 juin. En attendant, réécoutez les épisodes précédents et si vous aimez ce podcast, parlez de nous autour de vous. Doublage et traduction de cet épisode assuré par Laura Hakoun. Un grand merci également à Salima Belladj, Lucie Aubourg, Brigitte Dussault, Hervé Rouache, Laurent Nicolas, Colline Salois, Lucas Schwab-Thaler et Michaela Cancela-Kiefer, ainsi qu'aux équipes des réseaux sociaux et de la vidéo de l'AFP. Et vous, prenez soin de vous, américainement vôtre.